merci de m'avoir invité. Merci, cher Brice, monsieur le président d'Équilibre des énergies et cher talentueux illustrateur également, cher Brice. Je suis très content d'être là. Peut-être dire quelques mots. Oui, parce que Brice est illustrateur aussi, je ne peux pas le dire. Mais... quelques mots peut-être par rapport à des discussions que j'ai pu avoir en amont avec vous sur les enjeux que moi je perçois. D'abord, dire que je pense que le Green Deal et le Fit for 55 sont des rails dans lesquels on est, qui sont absolument indispensables, bien évidemment, sur lesquels il faut qu'on reste, mais que, bien évidemment, l'avenir de ce Green Deal, il se fera à l'issue des élections européennes. Si je salue la ministre, l'avenir de ce Green Deal, il sera dans le résultat du vote. Ce que je veux dire par là, c'est que si les eurosceptiques l'emportent à l'issue des élections européennes, bien évidemment que ce paquet dans lequel on veut avancer ensemble, il sera fragilisé. Du simple fait que, voilà, il y en a un certain nombre qui voudront réduire la force et le poids de l'Europe à un moment où précisément, sur des enjeux fondamentaux qui sont ceux qui articulent le Green Deal, à savoir la réponse aux accords de Paris, la réponse à la souveraineté énergétique, la réponse au pouvoir d'achat des entreprises, des particuliers. Ces enjeux colossaux, on ne peut pas les régler à l'échelle de la France seule. On ne peut les régler qu'à l'échelle de l'Europe. Et évidemment, si les eurosceptiques l'emportent le 9 juin prochain, le Green Deal sera menacé de ce simple fait. Et il y a une question qui a été posée, je crois, peut-être ici, je suis arrivé un peu en cours de route, c'est quand même, est-ce qu'on va trop vite à cette question, comment ? C'est la question de départ. Oui, c'est la question de départ, elle est très importante. Va-t-on très vite ? Bien évidemment, il faut avoir à l'esprit qu'on peut être dans une situation de décélération du Green Deal et du Fit for 55. On peut y être, justement parce qu'il peut y avoir une victoire des eurosceptiques qui vont freiner tout ça. Et donc, la question, c'est comment est-ce que, pour ceux qui sont favorables à ce qu'on reste dans un rythme, alors l'accélération, j'y crois pas, mais un rythme qui est celui qui a été dessiné, et qu'on ne réduise pas ce rythme-là, il faut quand même qu'on ait à l'esprit qu'il y a des signaux faibles auxquels il faut faire attention, en termes justement vous avez dit à l'instant d'acceptation, et je crois que l'acceptation, c'est un point extrêmement important. En France, peut-être plus qu'ailleurs, on a vu qu'un certain nombre de mouvements sociaux sont nés sur des bases de non-acceptation des enjeux énergétiques. Je pense aux agriculteurs, je pense aux manifestations des Gilets jaunes. Tout cela a été des moments très importants sur lesquels on n'a pas forcément encore beaucoup retravaillé sur comment on va rendre acceptable ce rythme dans lequel on veut aller. Donc si on ne veut pas de décélération, il faut faire attention au rythme et réfléchir à comment on parle aux gens à qui on impose des choses qui sont parfois un petit peu trop rapides et trop difficiles à appréhender. Moi, je veux peut-être ajouter sur ce point qu'il faudra qu'on réfléchisse justement à des priorisations selon ceux qui peuvent aller vite et ceux qui peuvent aller moins vite. Je prends l'exemple, par exemple, des mobilités. Moi, j'ai la conviction que sur cet aspect-là, il y a peut-être des secteurs qu'il faut prioriser, ceux qui, par exemple, sont sur des mobilités très fortes, très importantes, les transporteurs, les taxis, les professionnels, et peut-être que pour d'autres, pour les particuliers, il faut qu'on réfléchisse à trouver d'autres rythmes, parce que, voilà, en plus de ça, c'est justement les gros usages sont ceux qui sont les plus émetteurs, donc peut-être qu'il y a des priorisations à envisager. Je voudrais également dire un mot sur le point que François-Xavier Bellamy a apporté et qui fait, je crois, relativement consensus, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le continent européen ne fait pas preuve de naïveté par rapport à la situation mondiale dans laquelle on est. Et de ce point de vue-là, moi je crois qu'il fait preuve de naïveté. J'ai l'exemple du solaire en tête, par exemple, aujourd'hui. On a un certain nombre d'industries solaires qui sont extrêmement mal en point, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Les Chinois, d'un côté, subventionnent massivement leur industrie solaire et nous inondent de leurs panneaux solaires en Europe. De l'autre côté, les Américains ont réduit l'importation des panneaux chinois et soutiennent leur industrie. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse exactement la même chose qu'eux. Un, qu'on soutienne très fortement notre industrie solaire, et deux, qu'on se protège des importations chinoises. Mais la doxale européenne ne le permet pas aujourd'hui. Donc, il va falloir que, évidemment, on fasse évoluer notre façon de concevoir aussi notre marché intérieur pour protéger l'industrie
d'avenir, et notamment les industries des énergies renouvelables, et que on subventionne et on aide beaucoup plus cette industrialisation qui est stratégique. Pardonnez-moi, mais le seul fabricant de panneaux solaires à Nantes, il est en train de faire faillite. Hein, donc, absolument. Donc là, on a une mesure d'urgence de sauvetage de cette industrie pour permettre justement à tous ceux qui veulent aujourd'hui porter des projets d'avoir des panneaux qui, par ailleurs, je le signale aussi, sont des panneaux, quand je parle des panneaux européens, ne sont pas faits avec du travail forcé. On ne le dira jamais assez, mais il y a aussi une dimension éthique dans cette affaire. Voilà. Alors, après, juste pour revenir un peu sur la décarbonation globale dans laquelle on est entré maintenant, on sait que voilà, on a un enjeu qui est de respecter les accords de Paris, que ça permet de répondre à la souveraineté énergétique du continent et également de répondre à des questions de pouvoir d'achat. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit très vigilant en tant que politique, mais aussi pas que, enfin tous ceux qui sont les acteurs qui portent cette dimension-là et qui sont favorables à cette orientation-là, aux aspects sociaux, aux impacts sociaux. C'est un point de vigilance extrêmement important. J'y tiens beaucoup également à ce qu'on fasse attention aussi aux impacts paysagers et sur la biodiversité. Cette jonction aujourd'hui, elle n'existe pas suffisamment et on peut se heurter à un mur comme on a pu se heurter à d'autres murs par le passé. Donc faisons attention également à ce point-là. Et puis, je l'ai dit, à prioriser peut-être certaines actions plus que d'autres. En tant que liste que je vais conduire, qui est une liste écolo, moi je veux aussi redire pour que les choses soient aussi claires sur le fait qu'effectivement, il y a des forces politiques qui vont porter une vision énergétique qui est une vision énergétique qui ne tient pas la route. Je le dis comme je le pense. Cette vision énergétique qui consiste à dire que l'avenir, c'est à la sobriété et à l'efficacité. Ça, on est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Que bien évidemment, il faut développer les énergies renouvelables, mais je note quand même que pour un certain nombre d'écologistes que je connais bien, certains sont aussi contre les éoliennes, sont aussi contre les panneaux solaires. Donc à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils vont défendre comme mode de production. Et puis, il y a le nucléaire. Et là, sur ce point-là, moi, je fais une petite divergence avec mes autres amis écologistes. Je pense que le nucléaire fait partie du mix énergétique dans lequel on doit avancer. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. En tout cas, on n'arrivera pas à une situation décarbonée comme on le souhaite si on n'avance pas. Mais je rajoute également que j'ai senti aussi quelques freins au développement du gaz vert ces derniers temps. Et ça m'a inquiété. J'en ai fait part à plusieurs reprises dans des réunions où j'étais plutôt en tant que responsable d'une collectivité locale. Mais l'avenir du gaz vert est aujourd'hui en danger par des décisions européennes. Et je crois que là aussi, ça fait partie du mix que de rester engagé sur le gaz vert. Voilà, je finirai sur un point qui me paraît important puisque j'ai dit que juste un point sur la réindustrialisation du continent et dans le cadre de ce qui a été dit sur les grands investissements qui doivent être faits. Moi, j'ai une conviction par ailleurs, et je crois que ça a été un petit peu dit par aussi François-Xavier Bellamy, c'est que la réindustrialisation en soi, c'est une décarbonation. Bien sûr, elle doit être verte, elle doit être durable, mais la réindustrialisation en soi est une décarbonation. Et de ce point de vue-là, ce qui me surprend un petit peu, et en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais qu'on porte dans ce débat européen, c'est que le Fit for 55 nous invite à réduire nos émissions propres, mais ne considère pas nos émissions importées. Or, les émissions des produits qui sont aujourd'hui achetés en provenance de Chine, d'Inde ou je ne sais où, nous en avons la responsabilité en termes de poids carbone. Donc si on intégrait ça dans notre bilan, bien évidemment que ce que je vous explique là, c'est que la réindustrialisation en soi redevient une politique de décarbonation. Bien évidemment, encore une fois, il faut faire une réindustrialisation intelligente qui porte les solutions d'avenir sur les énergies renouvelables, sur les solutions décarbonées, mais pas que. Mais en soi, vous voyez, je pense qu'on a une politique de réindustrialisation tous azimuts à envisager au niveau européen. Et en soi, vu nos normes environnementales, vu notre mix énergétique, ce sera une politique de décarbonation. Et dernier point, parce que je sais que vous y tenez beaucoup à équilibre des énergies, c'est que le parent pauvre des politiques climatiques européennes, françaises et autres, c'est l'adaptation au changement climatique. Et ça,
c'est le nouveau chantier de demain, c'est-à-dire le chantier d'aujourd'hui malheureusement, mais en tout cas c'est ce sur quoi il va falloir faire beaucoup plus d'investissements qu'on en fait aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique pour les populations bien évidemment, pour la nature et la biodiversité, mais aussi pour le secteur économique qui aujourd'hui est en situation de crainte par rapport à des outils de production qui peuvent être mis en danger par la non-adaptation ou la maladaptation au changement climatique qui devient malheureusement une très forte réalité. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann Verling. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, et je n'en vois pas dans la salle. Vous avez déjà participé. En tous les cas, je voulais remercier les participants de cette première table ronde.